Chez le père, faut pas croire, ça ne se mélange pas. Hein. Je suis pas en train de mettre tout à n'importe quelle sauce. Je mets rien. C'est un peu comme si j'enjambais. J'ai eu cette facilité-là toute ma vie, jusqu'à maintenant. J'enjambe. Je passe de tout de suite à il y a très longtemps. Et d'il y a très longtemps à un milieu entre l'un et l'autre. Et avec mes dessins, c'est la même chose. Et même quand j'écris des bouts de papier, je peux dire que là, c'est plus fort que moi. Je voyais le père tout à l'heure qui pouvait tomber dans les mâchoires d'un four. Je voyais Suzanne qui s'offrait avec son chiffon. Je la voyais, elle était là. C'est pareil que maintenant le père et la mère sont morts. J'ai pas d'effort à faire, je les vois. Et je les vois pas morts, je les vois comme s'ils étaient vivants. Mais ils sont plus vivants. Il n'y a pas de séparation pour moi. C'est peut-être ça mon fardeau. Ouais. La chose que je porte. Séparation, il n'y en a pas. Oh, bien sûr, il y en a de temps en temps. Si je monte dans le train, je descends pas quand il est en marche. Encore que ça aurait pu m'arriver. Encore que ça aurait vraiment pu m'arriver. Quand j'étais vraiment tout jeune, on pouvait ouvrir, pendant que le train roulait, on pouvait ouvrir les portes. Je ne sais pas combien de fois, par quel miracle j'ai été retenu. La peur, sans doute. La peur du dernier moment. Mais je m'imaginais que je pouvais du train sauter, la porte ouverte, et marcher. Marcher. Un train qui roulait à 100 à l'heure, j'en sais rien. Quand le tramway passait, j'ai connu le tramway, sur la chaussée. Quand on était, moi j'étais tout petit, mais la cave était pleine. Mon père, ma mère, ma grand-mère, moi, l'oncle. Ça me prenait, je me disais, je mets mon pied quand le tramway passe, sous la roue. Tramway. Alors que quand on mettait des pierres, on voyait les pierres réduites en poussière. J'étais sûr qu'en mettant mon pied, le tramway, il ferait un saut. Il m'écraserait pas le pied. Les gros camions paviques pleins de charbon. 15 tonnes de charbon. Je mettais mon pied. Je le retirais au dernier moment. Au tout dernier moment. Une fois, je me suis fait pincer le bout de la pompe. Mais ça m'a pas touché. Parce qu'on m'achetait des godasses grandes, heureusement. Je chaussais du, je sais pas, 36 par exemple. On m'achetait déjà du 38. C'est les deux, en plus, qui ont été écrasés par le camion pavique. Et puis comme ça avait écrasé la godasse, et puis que la godasse, en mettant ma main dedans, j'avais relevé le cuir, si ça avait été mon pied, j'aurais relevé le pied. J'aurais rien eu de cassé. Plonger, ça me faisait pas peur. Je savais pas plonger, je me jetais. C'est pas une inconscience. C'est un peu fou, ça. Je suppose que l'oncle, quand il s'est jeté de la passerelle de lave et qu'il est tombé dans de la boue, 1 mètre d'auteur de boue, heureusement, il est resté piqué comme un pan. Comme un poteau. Pareil. Il n'avait pas pensé. Bah, je sais pas, il n'avait pensé à rien. Je veux me jeter, c'était tout. Il s'est jeté. Moi, je passe pareil. Je jette. Alors, je sais pas ce que je jette. Des images, je crois pas. Je jette des morceaux de vie, des rondelles de vie. Ça me sert d'ailleurs à rien. Je suis prisonnier maintenant de ça. J'ai été prisonnier quand j'écrivais avec des feuilles de papier. J'ai été prisonnier quand j'ai voulu raccourcir tout ça et utiliser le jaillissement. Au lieu d'une grande phrase, 3 mots. Serré, 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 puis tchoc. C'est pareil. Ça jaillissait, ça venait. Dans le dessin, ça marche pas si ça vient pas. Je saute. Le long développement, nostalgie, tout ça. Et maintenant, avec les bandes retrouvées, maintenant je me trouve à la tête d'un paquet de bandes phénoménales. Je pourrais me demander qu'est-ce que je vais foutre de tout ça. Besoin d'appuyer sur un abcès pour que ça sorte. Il n'y a pas d'autre réponse. Alors, le père, et quoi? Pour lui, je me représentais rien.
Au fond, mon père, ça comptait plus, et ça comptait beaucoup. Arrive un moment de la vie où il y a quelque chose qui est comme soudé. On n'a plus rien à se dire. Mais lui, il me fait croire, à ce moment-là, là où vraiment il bafouillait, il n'articulait pas les paroles, c'était comme des paix, ça devenait laid. Mais malgré tout, il me faisait croire à un écoulement affectif, à un épanchement. Il me faisait croire, et apparemment lui, sans doute, ne pouvait même pas se dire qu'il y croyait. C'était pas spécialement envers moi, qu'envers notre présence. Ouais, c'était la présence, la sienne comme la mienne. On était là, face à face, côte à côte. Ça mentait. Mais c'était la présence qu'il, pas seulement qu'il appréciait, mais c'était son véritable oxygène. Sa femme, bon, ma mère, il disait elle est perdue. Bon. Il lui avait foutu un cancer dans les poumons. Ce qu'elle avait était déjà bien suffisant. Une tuberculose, on appelait ça une miliaire, c'est-à-dire des milliers de petits trous, mais tout petits, qui ont pulvérisé l'intérieur des poumons. Avec ça, quelques années plus tôt, et on mourrait très vite. Quelques semaines, c'était foudroyant. C'était comme une décharge de chevrotine à l'intérieur des poumons, quoi. C'était ça. Et le tout bourré de saloperies, de bacilles. Alors c'était quand même une chose énorme, sérieuse. Mais maintenant on la contenait. C'est pas vieux, ça fait 15 ans, hein, à peine. Oui, 15 ans. Alors, pourquoi il avait supprimé ce que je lui avais à peu près bien expliqué? La mère a toujours été tuberculeuse et elle refait on appelle ça une évolution. Et nous, dans notre maison, on disait une flambée. Bon, allons-y pour la flambée. Je lui dis d'accord, elle fait une flambée. À son âge, elle s'en sortira pas. Bien sûr qu'à son âge, elle s'en sortira. Elle était autour des 75, 76. Mais j'étais sûr que ma mère vivra très vieille et qu'elle mourrait après mon père, ce qui est arrivé. J'essayais de lui parler, de lui dire qu'elle... C'était vraiment une question de moi maintenant. Il s'obstinait, il disait c'est foutu, et c'est bien que ça soit foutu. Je venais justement de remarquer quand il me disait c'est foutu, il bougeait la tête comme ça. Il avait une cravate autour du cou, sur une vieille chemise à carreaux. Il avait donc eu le temps de se glisser une cravate pendant que je préparais la bouffe. Étonnant. Il a toujours eu un faible pour les cravates. Un goût. Il n'avait pas beaucoup de cravates. Il avait une cravate noire quand il allait à un enterrement. Il n'avait pas de costume noir. Il avait une cravate noire. Il trouvait que c'était suffisant. D'ailleurs, il n'aurait pas pu s'acheter un costume. Et une autre cravate qui était bleu rayé rouge. Ça faisait un peu la ville de Paris. C'est lui qui disait ça. C'est les couleurs de la ville de Paris. Bon. Cette cravate était devenue comme une ficelle. Ça faisait 30 ans que je lui connaissais. Les rainures, à force d'avoir eu le nœud là, elles s'étaient râpées et usées. Il y tenait et il l'entretenait. Il la lavait pas, mais il la plissait, il la mouillait un peu avec une brosse, puis il la mettait sous le matelas. Ouais. Et quand il la ressortait, elle avait bonne figure, bonne allure. Il faisait pareil avec ses pantalons. Bon, il a arrêté de faire ça quand il a commencé à pisser dedans, mais sinon, même ses bleus de travail, il aimait bien les mettre sous le matelas. Moi aussi, j'avais appris ça, mais de lui. Et très tôt, j'ai porté moi aussi des cravates. Une cravate. Mais même pour aller au boulot à l'usine, j'avais une petite ficelle comme ça autour du cou. Avec des bleus. Et une chemise pas toujours propre. Je me souviens, ça, c'est à Marseille, c'est beaucoup plus près. Pareil, folie des cravates. Je ne pouvais pas tellement m'en acheter parce que j'avais pas de fric, même quand j'étais à Marseille. J'avais confectionné moi-même une cravate. Mais ça, ma mère en faisait de temps en temps, une ou deux, comme ça. Elle offrait ça à un cousin. Je travaillais pas mal. C'était dans une chute de jupe. C'était bien fait. Moi, je m'en étais confectionné une. C'était comme du drap. C'était donc beige clair.
Et j'avais décidé que j'allais la peindre. Mais au fur et à mesure que je la peignais, elle était là sur ma table, dans ce petit cagibi où je faisais des tâches. Au fur et à mesure que je la peignais, et je la peignais avec de la peinture à l'huile, des tubes. J'avais 2-3 tubes de peinture à l'huile, je peignais. J'avais fait des signes comme ça dessus. Puis à l'endroit du nœud, ben, j'avais pas mis de couleur parce qu'il fallait que je fasse le nœud. Puis j'ai eu envie de la porter tout de suite. Alors je l'ai mise autour de mon col, j'ai rabassé le col, j'ai fait le nœud, je me suis foutu un petit peu de peinture sur les pattes, je me suis essuyé, j'ai bien tiré mon nœud au bord du col, là où il se ferme, puis j'avais la cravate qui tombait devant. Alors j'ai fait quelques petites retouches comme ça de dernière heure, puis je suis parti au boulot. Le boulot, c'était la librairie. J'avais pas fermé mon veston, je portais un veston, parce que si je fermais le veston, j'allais le tacher. Donc j'ai travaillé ma matinée le veston ouvert. Mais de temps en temps, le veston, la cravate, elle bougeait. Elle venait toucher le veston. J'essuyais le veston qui commençait à se tacher, lui aussi sur son revers. Et puis les gens, ça sentait un peu la peinture fraîche. Hein. J'avais tenu à rester plutôt dans mon bureau. Mais je baissais un peu ma tête et mon menton touchait le nœud. Et le nœud avait de la peinture. Ce qui fait que je me suis trouvé avec sous le menton de la barbouille. Et puis les signes que j'avais faits étaient devenus un peu mélangés. La cravate, au fur et à mesure que les heures passaient, s'étalait sur le veston, sur mon visage, sur mes doigts. Je suis parti chez un marchand de couleurs acheter du détachant. Puis je me suis remis dans le bureau, puis j'ai commencé à détacher mon veston. Dans la soirée, c'était vraiment pas beau à voir. Et puis ça puait. Puis on m'a appelé. C'était Madame Fouquet. Descendez, il y a du monde au magasin. Je m'en foutais. Mais je ne sais pas si on s'en est rendu compte. La hâte que j'avais, c'était bien sûr qu'on ferme la librairie. Ma cravate, je pouvais lui donner un coup de ciseau dedans, puis c'était fini. Ma chemise était devenue dégueulasse. Le veston, je l'ai déjà dit. Le bas de mes manches aussi. Mon mouchoir, il fallait que je le vire. J'avais essuyé 25 fois en dessous de mon menton. Ben c'est tout, ça s'arrête là. C'est une histoire qui n'a pas de fin.